D'accord. Donc, je suis à l'École nationale supérieure maritime de Nantes et donc ma présentation est une comparative de la performance en accostage d'un catamaran et d'un monocoque à un monopieux d'éolienne. Alors, vous avez une photo pour visualiser ce dont il s'agit. Typiquement, on a des catamarans dans l'offshore, dans les EMR, dans les éoliennes. Mais bon, la question se posait, pourquoi pas un monocoque? Alors, présentation de la problématique. Alors, nous disposons d'essais qui ont été faits en bassin en modèle réduit par le bassin des Carènes de Hambourg. Alors, essai d'accostage d'un modèle réduit de catamaran à un modèle réduit de monopieux par profondeur finie. Donc, les essais ont montré que le pilotement et le tangage adimensionnel tendent vers un aux grandes longueurs. Bon, on va voir ça plus loin. Alors, voici un croquis qui décrit brièvement l'essai. Donc, en bleu, c'est les paramètres liés à la houle, donc la hauteur de vague crête et creux, la longueur de crête de vague. En noir, vous avez donc la longueur du bateau, vous avez son pilotement et son tangage. Bon, bien sûr, son cavalement sera contraint parce que vous avez l'hélice du bateau qui vient plaquer le bateau contre le monopied. Donc, ce que vous avez en bas à gauche, ce sont les résultats de l'essai en bassin. Ça, c'est les traits, pardon, les points. Et ils ont fait un calcul BEM pour s'appuyer sur ces résultats d'essai pour tirer une courbe. Donc, on retrouve bien que le pilonnement tend vers 1, alors que le tangage tend vers 1, aux grandes longueurs d'onde. Donc, ça, c'est quelque chose qui est connu déjà en tenue à la mer. Mais là, on parle d'accostage. Donc, l'idée, c'est d'essayer de partir de la tenue à la mer pour aller vers l'accostage. Un instant. Excusez-moi. Oui, donc, alors on reprend l'équation traditionnelle de l'atelier à mer. Donc, vous avez les inerties ajoutées fois accélération qui est égale à la matrice d'amortissement visqueux linéarisé plus l'amortissement de radiation fois les vitesses plus la matrice des raideurs hydrostatiques et autres fois le déplacement qui est égal aux efforts de poussée d'hélice et aux efforts d'excitation, donc dû à la houle, ou le flot de Krylov et diffracté. Alors, dans le détail, donc la matrice d'inertie est bien connue, je ne vais pas tellement revenir dessus. On est dans le cas d'une étude dans le plan vertical, donc cavalement, pilotement, tangage. Les amortissements visqueux, donc ce qu'il faut noter, c'est que le premier terme, c'est la première le premier terme, c'est en diagonale, c'est le cavalement. Le deuxième terme dans la matrice diagonale, c'est le pilonnement. Le troisième terme, c'est le tangage. Ce qu'on observe tout de suite, c'est que dans cette approximation, les amortissements de radiation pilonnement sont découplés du cavalement et du tangage. Alors que pour ce qui est des termes relatifs au cavalement et au tangage, il y a un couplage entre le cavalement et le tangage. Pour la matrice des raideurs, donc dans la matrice, sur la diagonale, on retrouve les raideurs hydrostatiques, K3,3 en pilonnement et K5,5 en tangage, et on a des termes de couplage qui sont dus à la poussée d'hélice. Et enfin, pour le terme FP, donc les efforts de hélice, on a donc la composante horizontale de la poussée, bien sûr, 0 parce que la poussée de l'hélice est horizontale, et enfin PZA pour la partie moment exercée par l'hélice. Donc les programmes utilisés ne sont pas des programmes de dernière génération, ce sont des vieux outils. Donc les inerties raideurs hydrostatiques sont calculées par mèche magique, utilitaire de Nemo. Les inerties ajoutées, amortissement de radiation et efforts de houle sont calculés par Nemo directement. Donc ce terme mu relatif aux amortissements visqueux, donc l'idée est d'essayer de choisir pour brider le cavalement, de manière à essayer de confiner le cavalement du bateau. Alors que la poussée d'hélice sera choisie pour s'approcher de la courbe obtenue par HSVA en bassin. Donc, voici les expressions de l'hélice qu'on a trouvées. Alors, bon, c'est ni plus ni moins qu'un lissage, hein, ce n'est pas plus que ça. Donc, l'idée, en fait, consiste plutôt que d'essayer de faire un calcul plus compliqué de couplage entre un solide, un monopieux, un autre solide, un bateau et un fluide de la mer, d'essayer de tout voir du point de vue du bateau et d'essayer de voir quelle serait la poussée de l'hélice qu'il faudrait de manière à pouvoir obtenir les résultats d'essai en bassin, donc c'est-à-dire un pilotement qui tend vers un en longueur d'onde, un cavalement, pardon, un tangage qui tend vers également,
tout ceci avec un cavalement bridé. Donc, ce qu'on obtient, c'est qu'en fait, on a une poussée qui varie entre deux termes et entre les deux, une régression linéaire. Donc, pour les longueurs d'onde divisées par longueur du bateau inférieure à 1,72, la poussée sera égale au terme P5. Alors, le terme P5, c'est la poussée qu'il faudrait pour avoir un cavalement qui tende vers une constante aux grandes longueurs d'onde. Alors, à l'autre bout du spectre, pour les longueurs d'onde sur B strict supérieures à 5,50, P sera égal à P3. Alors là, ça serait la formule qui permettrait d'avoir un tangage qui tend vers 1 aux grandes longueurs d'onde. Et entre les deux, c'est ni plus ni moins qu'une régression uniquement linéaire pour retrouver la courbe d'HSVA à la diapo suivante. Donc, c'est assez intéressant. Donc, vous voyez dans l'ordre, alors, vous avez le cavalement en vert qui est calculé. Hein, donc, l'HSVA n'a pas calculé le cavalement parce que bon, il plaque un bateau contre un monopio. Donc, on retrouve que le cavalement est bridé, mais pas complètement nul, et qu'il monte légèrement en allant vers l'infini. En fait, c'est une convergence lente vers l'infini. Pourquoi? Parce que la tenue à la mer en profondeur finie montre que le cavalement tend vers l'infini. Donc, on retrouve ce phénomène. Pour ce qui est du pilonnement, alors, en pointillé, c'est le résultat d'essai, ou plus ou moins, disons, la méthode BEM qui passe à travers les points des essais. Donc, en bleu, c'est le calcul. Donc là, c'est dans le cas d'une barge parallélépipédique, pour commencer à se faire l'idée. Donc, on a une courbe de pilonnement qui approche pas trop mal la courbe de pilonnement issue de l'essai. Alors, en rouge, c'est la courbe de tangage issue de l'essai, et en vert, c'est la courbe en tangage calculée, donc avec cette fameuse poussée qui commence par être un terme en P3, après à la fin un terme en P5, et entre les deux, une régression non linéaire. Donc, en résumé, par écrit, le cavalement tend vers l'infini, le pilonnement tend vers 1 et le tangage tend vers 1. Alors maintenant, on va essayer de passer à un calcul d'accostage. Alors, l'idée, encore une fois, plutôt que de faire un couplage entre deux solides et un fluide, c'est de tout voir du point de vue du bateau, c'est-à-dire de voir l'interface entre le bateau et le monopieu comme un point où s'applique un contact frottant. Donc, comment y arriver? Donc, on prend l'équation dynamique, donc on réorganise les termes, on met à gauche inégale les inerties plus inertie ajoutée fois accélération, et à droite, toutes les forces extérieures, incluant les pseudo-forces, c'est-à-dire les forces de radiation, les efforts de radiation. Et après, on applique le principe de l'action et de la réaction. Donc, on va regarder le rapport T sur N, donc force tendante à l'apport vertical divisée par la force normale à l'apport vertical. Et en vertu du principe de l'action et de la réaction, T sera égal à moins la somme des efforts de houle verticaux, N sera moins la somme des efforts de houle horizontaux, et on associera ce terme à une sorte de pseudo-coefficient de frottement cinétique, qui devra être inférieur ou égal au coefficient d'adhérence. Donc, si on regarde dans le détail les matrices, alors on avait déjà vu qu'il y avait un découplage entre le pilonnement d'une part et le cavalement et le tangage d'autre part, on retrouve là. Donc, la somme des forces extérieures verticaux de houle, ce sont des termes d'inertie ajoutée seulement en pilonnement, fois accélération de pilonnement, alors que pour les efforts extérieurs horizontaux, auxquels on rajoute l'hélice, on a, à droite du signe égal, des termes aussi bien en cavalement qu'en tangage. Donc, en résumé, pilonnement, poussée, cavalement, tangage. Donc, si on remplace les efforts extérieurs verticaux et horizontaux par ces expressions dans la formule du coefficient, pseudo-coefficient de frottement, on obtient ceci. Et bon, l'idée, c'est de se placer du point de vue du capitaine. L'idée, c'est qu'il ne faut pas perdre le contact entre le 4CTV, le catamaran, et le monopieu. Donc, le capitaine va toujours s'efforcer d'accélérer suffisamment pour maintenir ce contact. Donc, cette fois-ci, on envisage la poussée d'hélice comme une sorte de correction, c'est-à-dire un terme d'inertie plus un terme d'inertie ajoutée fois un G oméga 2, donc homogène d'accélération, G étant
la longueur de la défense, du fender, de manière à jouer sur l'élasticité du fender, de manière à ne jamais perdre le contact. Donc, en résumé, au diapo d'avant, on envisageait P comme prédiction, c'est-à-dire on essayait de trouver P de manière à retrouver les fonctions de transfert prédites par HSVA. Et dans cette diapo, on aborde P comme une correction, c'est-à-dire corriger P pour maintenir le contact. Alors, résultat des courses. Donc, pour ce qui est de l'accostage dans les coefficients de frottement, l'indicateur de référence, c'est une autre référence que HSVA, c'est un cabinet architecte norvégien qui s'appelle Esna, qui avait publié en 2017 des conditions d'accostage pour un catamaran de 27 mètres. Alors, pour le rapport longueur d'onde sur longueur bateau inférieur à 1,85, on peut accoster pour 2 mètres de HS. Au-delà, 1,50 m de HS. Pourquoi? Parce que le bateau bouchonne. Maintenant, alors le calcul qu'on a fait, c'était avec un catamaran à carène de Whidley, parce qu'on n'avait pas les plans de forme du catamaran qui avait été testé, donc on s'en est approché. Ça marche assez bien, parce qu'en fait, les catamarans de transport de passagers, souvent, ont des avants et des arrières qui sont verticaux. Bon, maintenant, ça ne sera jamais une carène de Whidley, évidemment, entièrement. Mais donc, le résultat, c'est qu'on obtient comme limite entre 2 mètres de HS et 1,50 m, non plus 1,85 mais 2,04. Donc, c'est pas mal, ça fait 10%. Alors, pour ce qui est d'un monocoque, on trouve 1,94 pour limite d'accostage, entre pouvoir accoster avec 2 mètres de HS, ou alors seulement 1,50 m de HS. Donc, si on conclut pour ce qui est de l'accostage, le calcul s'approche de la référence 2, de 10% de précision, et pour le monocoque, il n'y a pas tellement de différence. Enfin, en gros, entre un monocoque et un catamaran, ça n'a pas grand-chose, il n'y a pas tellement d'importance. Bon, encore faut-il savoir si le monocoque étudié et le catamaran sont comparables. Alors, on verra ça dans les diapos après. Juste avant, pour visualiser ce que je vous ai fait, j'ai mis un graphique. Donc ça, c'est le pseudo-coefficient de frottement cinétique en fonction du rapport longueur d'onde sur longueur bateau. Donc, c'est pour 2 mètres de hauteur de vague significative. Donc, si on veut que ça reste avec un contact frottant pour une paroi avec un coefficient d'adhérence de 0,8, vous voyez bien, d'après le schéma, qu'il faut que le rapport lambda sur B soit un peu plus petit que 2, environ 2. Au-delà, on dépasse le plafond, le contact frottant est perdu. Oui, donc je reviens, comparer ce qui est comparable. Donc en fait, on avait retrouvé 2 références de bateaux, un catamaran et un monocoque, et à partir des données sur ces 2 bateaux, on a fait les simulations de Froude pour, par homothétie, ramener le bateau de modèle réduit de HSVA à un bateau de 27 mètres de long, d'une part, et ramener le monocoque qui faisait environ 21 mètres de long à un bateau de 27 mètres de long et comparer les deux. Et voir si les efforts de l'hélice sont les mêmes. Donc, bon, je ne vais pas vous rappeler les formules de Froude, la similitude de Froude pour les vitesses et pour les puissances. Alors, en vert, vous avez donné qu'on a dans les brochures, et en bleu, la dimension désirée. Donc, vous voyez, pour HSVA, le catamaran, pour le modèle réduit, ils avaient une poussée de 0,127 kN, ils avaient une longueur de 2,116 m, on va atteindre environ 27 mètres de long. On obtient 28 tonnes force. Pour le monocoque, c'était une coque planante, on avait d'autres informations. On avait la puissance, donc 3 fois 662 kW. On avait donc la longueur, 21 mètres, et on souhaite atteindre 27 mètres. Donc on obtient 4934 kW de puissance pour ce bateau, si on va à 27 mètres. D'autre part, ce bateau va à 27 nœuds, donc pour le ramener à un bateau qui ferait non pas 21 mais 27 mètres de long, il faudrait que le bateau avance à 16 mètres par seconde. Une fois qu'on a la force et la vitesse, on a vu la puissance, ce qui a mis à 32 tonnes, ce qui est assez comparable à 28 tonnes. Donc c'est une bonne surprise, c'est qu'une fois qu'on les ramène à la même longueur, ces 2 bateaux ont bien des poussées comparables. Donc on peut comparer l'influence de la forme de la coque à poussée d'hélice comparable. Alors enfin, un autre point qu'on a étudié, c'est l'inondation du pont du bateau. Alors ça, c'est un phénomène qui a été mentionné par le cabinet d'essai norvégien. C'est plutôt pour les petites longueurs d'onde. Donc ça pourrait par exemple intervenir en Méditerranée pour les éoliennes flottantes, pour les fermes d'éoliennes flottantes.
c'est une sorte d'effet geyser, c'est-à-dire qu'on souhaite faire transférer les passagers du bateau vers le monopieux, et par moment, il y a une sorte de geyser qui intervient et qui inonde le pont entre le bateau et le monopieux. Donc, comment le calculer? Bon, c'est tout bête, hein, on n'a pas la prétention de faire des gros calculs ici, donc on prend une houle d'Erie, une houle sinusoïdale. Alors, l'élévation du pont principal, c'est une cote qu'on avait d'après HSVA. Donc, du coup, on va en déduire l'évolution de l'élévation du pont du bateau au point d'accostage en fonction du temps. Bah, ça sera ni plus ni moins que cette cote plus une sinusoïde déphasée par rapport à la sinusoïde de la houle. Alors, concernant l'élévation de la surface libre au même point d'accostage, bah, ça serait une sinusoïde déphasée aussi, mais pas le même déphasage, bien sûr. Et donc, bah, on va calculer l'écart relatif entre l'élévation, entre le pilonnement du bateau au point d'accostage et l'élévation de la houle. Bah, là, on se ramène dans une étude de fonction, donc encore une fois, on n'est pas dans des grands calculs, hein, c'est des calculs niveau terminal, quoi. Donc, on obtient comme écart relatif une fonction de variable taux qui est en fait la tangente de la pulsation de la houle considérée fois le temps divisé par an. Et du coup, bah, une étude de fonction toute bête permet de trouver l'écart minime, c'est-à-dire le moment où on risque d'avoir inondation. Donc, on obtient une valeur pour un temps taux plus, voilà, un paramètre taux plus relatif à un certain temps. Si on compile tout ça, donc là déjà, je vous rappelle les termes de poussée d'hélice, c'est un visuel, ce que j'ai déjà dit. Donc, le catamaran d'HSVA rapporté à 27 mètres de long fait une poussée de 28 tonnes. Le catamaran Carène de Wigley, donc c'est un calcul qui a été fait en se basant sur 28 tonnes aussi. Le monocoque, lui, a 32 tonnes. Donc, les poussées sont comparables. Concernant l'inondation, alors c'est intéressant parce que le cabinet d'architectes norvégien faisait un calcul, il prédisait que pour des longueurs d'onde divisées par longueur du bateau inférieure à 1, on pouvait avoir une inondation au niveau de l'accostage pour 2 mètres de HS. Alors ce calcul tout bête trouve plutôt 2,50 m pour le catamaran à coque équivalent à coque de Wigley. Et là, c'est plutôt pour 1,3. Quant au monocoque, ben, c'est plus haut et c'est pour 1,1. Donc, en conclusion, par rapport au 4CTV donc du cabinet d'architectes norvégien, le risque d'inondation arrive pour des hauteurs de vagues plus élevées, hein, pour ce qui est du calcul, et pour des longueurs d'onde du même ordre de grandeur. Alors, encore une fois, on va visualiser. Donc là, ce qu'on voit là, c'est l'écart entre le pilonnement et l'élévation au point d'accostage, en fonction du rapport lambda sur B. Donc là, on est dans le cas où la hauteur de vague fait 2,50 m. Là, c'est le catamaran à carène de Wigley. Et on observe là qu'il y a un moment où la courbe a un minimum d'ange qui sera proche d'ange de 0, on est pratiquement à 0, c'est-à-dire qu'on a un risque d'inondation. Je tiens à dire que ça, c'est pour une hauteur de vague de 2,50 m de HS, on n'est pas dans du Hmax. Ça veut dire qu'on sera très souvent inondé. Ce ne sera pas seulement pour la hauteur de vague maximale qui passe. Et donc, ça, c'est pour 1,3. Pour lambda sur B égale 1,3. Voilà, donc je suis ouvert à vos questions-réponses. Juste un truc que je n'ai pas marqué sur le diaporama, c'est que la suite, ça sera de faire un calcul plus fin avec un modèle d'état de manière à faire un calcul suivant que le frottement est un frottement statique ou un frottement cinétique. Merci pour votre temps d'écoute et je suis ouvert à des questions éventuelles. Une question ou des questions? Pas de questions? Bonjour. Je n'ai pas bien compris si c'est un dispositif pour calculer et prédire au niveau de l'accostage, c'est-à-dire actuellement, ou ça sert aussi à gérer éventuellement les francs, la poussée qu'il faut faire pour maintenir un amarrage sécurisé. Alors, c'est une très bonne question. C'est les deux, en fait, ce que je peux vous faire. Est-ce que vous voyez mon écran, là? Vous avez toujours le partage d'écran? Oui.
Oui, c'est très petit, mais on le voit. Ah bon? D'accord, OK. Parce que, vous pouvez envisager le problème sous les 2 aspects. Alors là, par exemple, là, ce que vous avez comme courbe, c'est, le coefficient de frottement pour une hauteur de vague de 2 mètres, pour, heu 2, en fonction du rapport lambda sur B. Excusez-moi un instant. Hop, voilà. Peut-être plus clair comme ça. Pourquoi ça ne le fait pas? S'énerver. Voilà, ça fait. C'est plus facile à voir comme ça? Vous arrivez à voir la courbe? Oui, très bien. Oui. Voilà, donc là, vous voyez que pour à peu près 2, au-delà de la longueur d'onde de 2, on ne va pas pouvoir accoster parce qu'on a dépassé le plafond d'adhérence. Maintenant, on peut voir ça d'un point de vue poussée. Alors, c'est ce qu'on voit là. Là, ce que vous voyez, c'est la poussée de l'hélice. C'est la courbe la plus haute en violet, en fonction toujours du rapport lambda sur B. Alors, vous avez un plafond. Bah, ce plafond, pour les petites valeurs lambda sur B, bah, c'est ni plus ni moins la poussée maximale de l'hélice. C'est-à-dire qu'en gros, l'hélice n'a pas suffisamment de poussée pour pouvoir garantir que le bateau reste plaqué. Et après, on peut diminuer la poussée d'hélice. Donc, on peut envisager le sujet sous ce tableau-là. Oui, alors en fait, c'était très intéressant parce que le truc, c'est que vous pouvez, par exemple, regarder quelle est la poussée d'hélice pour faire le boulot. Donc, si vous divisez, regarde pourquoi ça ne va pas le faire. Je vais refaire, hop, voilà, donc on va regarder là, hop, et donc on fait, hop, hop, si on divise en 2 trucs, voilà. Donc là, vous pouvez par exemple regarder la poussée de l'hélice. Est-ce qu'on peut l'augmenter? Est-ce que ça va arranger les choses? Alors, on va regarder le coefficient de frottement maximal. Donc, mettons, est-ce qu'on peut augmenter la poussée? Allez, on va mettre, on passe 127, mais 300. Bah, vous voyez, ça ne change rien. En gros, ça veut dire que la poussée qu'on a trouvée, là, c'est des méganewtons, donc ça ferait 243 kilonewtons. Ça suffit. Par contre, si le bateau il a moins de puissance, mettons qu'il a 50, là, vous avez un problème. Vous voyez, ça veut dire que le bateau n'a pas assez de poussée et même pas avec 2, vous pourrez accoster. Donc, vous pouvez dimensionner la poussée de l'hélice par rapport aux besoins. Et enfin, vous pouvez aussi voir le sujet d'un point de vue d'inondation. Donc là, c'est l'écart relatif entre l'avant du bateau et la vague pour regarder le risque d'inondation. À part que ce calcul-là est peut-être à améliorer, parce que les Norvégiens prévoient que ça soit pour toute une gamme de lambda sur B entre 0 et 1. Voilà, donc on peut envisager la question sous plusieurs angles. Moi, j'ai une question, c'est pour des bâtiments existants que vous avez fait ces études ou Oui. Oui, tout à fait. En fait, c'est simple. Donc, le catamaran, ça vient de descendre en bassin de HSVA. Donc, les Allemands sont allés chercher un type de catamaran existant. Et on a la chance d'avoir les dimensions, pas le plan de forme déjà, mais les dimensions. Et la bonne nouvelle, c'est que comme la coque a peu d'influence, finalement, une fois qu'on a la longueur, la largeur et le tirant d'eau et la poussée, on est capable déjà de calculer les conditions d'accostage. L'autre, c'est un peu différent, c'est une coque planante. Donc, comme c'est un navire à bouchin vif, c'était assez facile à partir d'un arrangement, d'une ensemble, de pouvoir en déduire la forme de la coque et à partir de là comparer au catamaran. Encore une question dans la salle? Merci, Monsieur Barthélémy. Je pense qu'on a épuisé les questions. Merci pour votre intérêt.